Au nom de LexisNexis, je suis ravie de vous accueillir à cette interview dédiée à la responsabilité financière des gestionnaires publics, puisqu'en effet, depuis le 1er janvier 2023 est entré en vigueur le nouveau régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, qu'ils soient ordonnateurs ou qu'ils soient comptables. L'objectif est clair, fluidifier l'action publique en réservant l'intervention du juge aux fautes les plus graves. En pratique, il s'agit de conduire les administrations publiques à réexaminer leur circuit financier pour mieux identifier les zones de risque et également de diffuser plus largement une culture et des outils de contrôle interne tout en allégeant les procédures applicables. Alors le corollaire, ce sont des risques accrus, tant dans le cas de la relation DGS élu que la relation DGS agent, avec des sanctions, mais aussi des nouveaux dispositifs de prévention et des outils à mettre en place. Alors, après une année de mise en application, après un décret, après une année de jurisprudence, quels sont les premiers retours pratiques de cette nouvelle responsabilité? Pour répondre à mes questions, je suis ravie d'accueillir Danielle Lamarque. Vous êtes avocate au barreau de Paris, cabinet Rivière Avocats Associés, ancienne magistrate des cours des comptes françaises et européennes et ancienne présidente de CRC. Je suis également ravie d'accueillir Pierrick Rode. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes responsable du département droit et stratégie de l'action publique au sein du cabinet Rivière Avocats Associés. Vous êtes administrateur territorial et ancien DGS de collectivité territoriale. Merci à tous les deux de répondre à mes questions. Première question, Danielle Lamarque. Pourquoi le nouveau régime implique-t-il des risques accrus ? Bon, je crois qu'on peut s'attendre raisonnablement à une augmentation des contentieux pour 4 raisons essentiellement. La première raison, c'est que la Cour des comptes le souhaite. Elle souhaite faire plus et mieux que ce qui se passait auparavant avec la Cour de discipline budgétaire et financière. Et autant les magistrats instructeurs que les magistrats du ministère public s'y préparent, s'y forment. Et n'oublions pas les possibilités de l'intelligence artificielle pour augmenter le potentiel de détection d'un contrôle. La deuxième raison, c'est que le nombre d'entités qui sont susceptibles de saisir le ministère public s'est accru, puisqu'il y a les préfets, les directeurs départementaux et régionaux des finances publiques, les chefs d'inspection générale, le comptable public lui-même. Donc, il y a davantage d'entités qui peuvent saisir le ministère public, qui lui-même d'ailleurs peut aussi s'autosaisir. La troisième raison, je crois depuis la loi de 2013 sur la transparence et la probité et toutes les lois qui ont suivi, la question de la transparence et de la probité est de plus en plus à l'ordre du jour avec une attente importante. Donc on peut s'attendre en fait à une mobilisation accrue des oppositions et à une vigilance accrue des citoyens qui sont intéressés à cette probité. Il faut rappeler que la Cour des comptes a ouvert une plateforme de signalement ouverte aux citoyens, qu'elle reçoit des centaines de signalements et que très certainement, une partie d'entre eux va permettre d'alimenter des contrôles. La quatrième raison, c'est que le champ des justiciables s'est élargi. Pas simplement aux responsables hiérarchiques, mais aux comptables, qui étaient l'ancien justiciable traditionnel, mais aussi à tout agent, à raison de ses responsabilités. On l'a vu avec la jurisprudence récente, où un agent subordonné est mis en cause. Donc, tous ceux qui ont des responsabilités au regard de l'infraction financière, tous ceux qui participent à ces infractions sont susceptibles d'entrer dans le champ du nouveau régime. Donc, on peut s'attendre, même si ça ne sera pas certainement pas une explosion, mais un développement de ce contentieux qui va être aussi probablement beaucoup plus varié. Question très pratique, pendant combien de temps peut-on rester un justiciable de cette nouvelle responsabilité? Alors, la règle, c'est évidemment celle de la prescription. 5 ans pour ces infractions et 10 ans pour la gestion de fait. Mais il y a plusieurs mécanismes qui permettent d'étendre cette durée. D'abord, il faut le rappeler, la jurisprudence des infractions continues, qui a été établie par l'ancien dispositif et dont une décision récente, celle du Conseil d'État qui a cassé un arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière en 2021, établit que une infraction née pendant une période prescrite, si elle continue à produire des effets pendant la période non prescrite, peut être retenue. Donc ça c'est important. La deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir des mises en cause
en cours de procédure et que le ministère public dit très clairement que ce n'est pas parce que le réquisitoire ne nomme pas tous les mis en cause qu'il n'y a pas la possibilité d'ouvrir les mises en cause à d'autres intervenants par la suite. Donc il faut garder à l'esprit qu'on peut être attrait à cette jurisprudence, à ce régime dans le cours de la procédure. Et enfin, il y a aussi le cas de l'inexécution des décisions de justice qu'on a vu avec l'arrêt commune d'Ajaccio, qui fait que les interventions peuvent survenir très longtemps après l'infraction, puisque c'est la condamnation à l'astreinte qui va ouvrir le délai de prescription. Donc les délais de 5 ans et de 10 ans peuvent être très considérablement élargis pour toutes ces raisons-là. Daniel Lamarque, justement, sur cette relation, ce rapport DGS-élus et sur la responsabilité des élus, à quelles sanctions faut-il s'attendre? Alors, il y a une exception pour les politiques dans ce dispositif, les ministres et les élus, exception qui a été abondamment commentée, souvent critiquée par la doctrine. Ce n'est pas une exception totale. Je voudrais rappeler quand même les cas où un élu est susceptible d'être mis en cause, d'où l'intérêt, d'où le rôle du DGS pour l'alerter et le protéger. Il y a 3 cas. Le premier, c'est la gestion de fait. C'est une procédure que l'on avait beaucoup oubliée parce que trop compliquée, trop longue, avec un risque, en fait, on l'avait vu avec la jurisprudence Lambro-Métal, de confusion entre les observations publiques et le contentieux, mais qui là va renaître et qui va certainement être utilisée davantage, d'autant plus qu'elle est plus large. La gestion de fait, c'est tout simplement le fait pour un ordonnateur de rentrer dans les fonctions du comptable et de faire des opérations en recettes ou en dépenses qui relèvent du comptable et qui donc enfreignent la règle de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ça peut arriver si l'élu n'est pas suffisamment informé. Or, la gestion de fait, d'abord, elle est cumulable avec des infractions pénales et avec toutes les autres infractions du régime de responsabilité financière. Ensuite, l'établissement d'un préjudice financier, qui est le grand critère de déclenchement de cette procédure essentiellement, n'est pas nécessaire. Donc il suffit qu'il y ait gestion de fait pour qu'il rentre en fait dans le dispositif. Le deuxième cas, on l'a vu avec l'arrêt commune d'Ajaccio, où des maires ont été rendus responsables pour inexécution des décisions de justice. C'est ce cas-là. Et il faut peut-être veiller davantage aux contentieux en cours, aux provisions pour litige, etc., pour éviter ce risque d'inexécution. Et je rappellerai d'ailleurs que les jugements ou les arrêts d'astreinte et les réquisitions, je vais en parler, les réquisitions du comptable sont transmises systématiquement au ministère public. Donc elles peuvent être utilisées par le ministère public pour déclencher une procédure dans laquelle un maire va se trouver ou un élu va se trouver en infraction. Le troisième cas, c'est effectivement quelque chose qui est bien connu des juridictions financières, c'est la réquisition du comptable public, qui fait que si le comptable public considère qu'une décision est irrégulière, il va refuser de payer. Donc dans ces cas-là, il y a une possibilité pour l'ordonnateur de faire une réquisition du comptable, de lui dire ben voilà, moi je veux faire ça, donc vous allez payer un point, c'est tout. Mais dans ces cas-là, la responsabilité est transférée à l'ordonnateur. Et donc dans ces cas-là, il faut, selon le nouveau régime, que cet ordre de réquisition ait procuré un avantage injustifié à soi-même ou à autrui, et que effectivement il oblige le comptable public à payer, lequel n'aura plus de responsabilité. Donc là, il y a un vrai risque, d'autant plus que ces réquisitions vont être transmises au ministère public. On peut très bien imaginer qu'un élu dise ben oui, cette indemnité versée à monsieur ou madame un tel est irrégulière, mais moi je la maintiens, je souhaite qu'elle soit payée. On va très prochainement reparler des intérims de médecins. Et dans ces cas-là, le comptable qui fait son travail, le respect des règles de la comptabilité publique, va dire je ne paie pas. À ce moment-là, si l'ordonnateur ou si l'élu y tient, il va dire mais si, vous payez quand même, et il deviendra responsable. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même au moins 3 cas qui arrivent assez fréquemment dans la gestion, qui peuvent avoir pour conséquence de mettre un élu en infraction. Et dans ces 3 cas, je crois effectivement que le rôle des DGS, le rôle de veille, le rôle d'alerte, le rôle d'information, ou le rôle tout simplement de remettre les choses dans l'ordre public, il est très important.
Merci Pierrick Rode. Question peut-être cas pratique. Quelles conséquences finalement pour un DGS qui a quitté cette collectivité? Alors, les conséquences ne sont pas neutres, hein, puisque, comme vous pouvez l'imaginer, un DGS qui a quitté la collectivité n'a plus accès à ses dossiers, n'a plus accès à l'historique et à la succession des actions qui ont pu être mises en place. Sauriez-vous vous défendre 10 ans après, 5 ans après, sans aucune pièce sous la main et sans aucun élément de rappel des faits, de la succession des faits, qui est quand même une dimension importante dans l'organisation de la défense. Donc ce qu'on peut conseiller peut-être aux DGS qui quittent leur fonction sur quelques sujets un peu sensibles, c'est difficile d'embarquer des cartons entiers de dossiers, mais par contre, c'est d'avoir une synthèse sur un calendrier, sur quelques faits marquants qui permettent de rétablir la succession des actions qui ont été mises en place pour organiser une éventuelle défense en cas de mise en cause sur ces dossiers particulièrement sensibles. Autre impact, impact de cette nouvelle responsabilité, quelle impact ça va avoir dans les relations DGS-agents locaux? Alors, le DGS intervient sur des champs très larges, dans la signature de contrats, dans le recrutement, dans les actes de contrôle aussi de son administration. Mais comme ça a été rappelé, le DGS n'est pas le seul à pouvoir avoir sa responsabilité mise en cause par ce nouveau régime, puisqu'elle s'applique à l'ensemble de la chaîne hiérarchique. Donc un des écueils à éviter, c'est que finalement chacun des niveaux hiérarchiques veuille se protéger en renvoyant à la responsabilité du DGS, ouvre le parapluie, renforce les écrits pour limiter sa responsabilité, et finalement conduise à une culture de l'immobilisme qui est tout à fait contraire, ou en tout cas pas souhaitée par le législateur, mais c'est un effet pervers qu'on vient absolument d'éviter. Et alors justement, quels conseils vous pouvez préconiser sur Alors, ce sujet? Il y a plusieurs actions qui peuvent être mises en place. On travaille avec plusieurs collectivités sur une question de cartographie des risques. L'enjeu de la cartographie des risques, c'est premièrement de connaître le risque et de différencier et de hiérarchiser les risques entre les risques faibles et les risques importants. On n'aura pas les mêmes actions correctives sur un risque faible et sur un risque important. Or, ne pas connaître ce risque, c'est éventuellement traiter les différents dossiers au même niveau et avec des actions correctives non appropriées. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel on travaille également, c'est des audits flash qui permettent d'anticiper les contrôles CRC et permettre à la collectivité, à la fois à l'exécutif, mais également au DGS, de maîtriser l'ensemble des éléments et points d'amélioration de l'administration, de manière à anticiper les contrôles et préparer les contrôles, pour pouvoir aussi préparer les éléments de langage appropriés lors du contrôle, qui permettent de limiter la crainte du contrôle et plutôt d'en faire une opportunité qu'une source de stress. Autre impact, quels vont être les impacts justement sur la relation plutôt DGS et élus cette fois-ci? Alors, je pense que l'élément fondamental, c'est la confiance. Puisque, comme les DGS le savent très bien, ce qui lie les élus, les exécutifs, que ce soit président ou maire, à un DGS, c'est la confiance. Et l'exécutif peut décider de se séparer de son DGS sur une question de confiance. Le risque, c'est que ce nouveau régime de responsabilité crée un biais, écorne la confiance entre le DGS et l'exécutif. Et il convient pour le DGS justement de profiter de ce régime de responsabilité pour protéger son maire plutôt que d'être dans un régime de défiance. Donc là encore une fois, il ne s'agit pas de se protéger par des écrits, même si parfois dans certaines situations il faut effectivement y recourir, mais l'objectif est bien effectivement de restaurer la confiance et d'être dans une posture de protection de l'exécutif par rapport à l'ensemble des risques encourus. Dernière question pour conclure. Quel objectif faut-il voir derrière cette loi finalement? Quel est l'esprit de la loi? L'esprit de la loi, c'était de renforcer la transparence et puis le contrôle notamment des gestionnaires publics locaux sur la bonne utilisation des deniers publics, sur la qualité de l'action publique. Et d'un autre côté, le ressenti des gestionnaires publics, que ce soit élus et surtout administration, puisque c'est eux qui sont principalement concernés, c'est qu'ils ont l'impression qu'on renforce leurs risques avec leurs responsabilités personnelles et pécuniaires.
Donc tout l'enjeu de la réforme, c'est d'arriver à faire le lien entre les deux et faire en sorte que, par des mesures appropriées comme celles qu'on vient d'évoquer, les DGS puissent conduire leur administration à réduire ces risques, justement, et à renforcer la qualité de gestion des collectivités territoriales. Daniel Lamarque, Pierre Héraude, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos publications sur ce sujet sur notre site Lexis 360 Intelligence. Je vous remercie.